Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf entament une consultation publique pour élaborer un plan de mobilité durable. Stéphanie Poiré de la MRC et Maryse Perron de la CTRP seront avec nous en studio. Québec solidaire compte 58 candidates et candidats officiellement investis entre le 16 et le 24 mai, dont Anne-Marie Melançon, candidate dans Portneuf, qui sera avec nous en studio. Petite incursion dans les cuisines collectives à Saint-Raymond où se concocte une sauce à spaghetti pour un frigo partage. Et c'est le retour des festivités en présentiel cet été, au grand plaisir des petits et grands. Charles s'est intéressé à la programmation de Culture Saint-Casimir. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, la MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf entament cette semaine la phase de consultation publique jusqu'au 15 juin qui vise à documenter les besoins, les enjeux et les pistes de solutions liées à la mobilité des personnes dans la MRC de Portneuf. La consultation comprend un sondage jusqu'au 10 juin, une consultation publique en présentiel le mardi soir 14 juin, une consultation publique en virtuel le mercredi après-midi 15 juin, ainsi que des groupes de discussion avec des organismes communautaires et socio-économiques du territoire. Le sondage s'adresse aux citoyens portneuvois, aux usagers des services de transport existants, aux visiteurs et touristes, aux municipalités, ainsi qu'aux intervenants touristiques. Des prix de participation seront tirés parmi les répondants au sondage. Cette démarche ne vise pas que les déplacements par le transport collectif, mais le concept même du transport de personnes. Écoutons un extrait du maire de Cap-Santé, préfet adjoint et membre de la table de concertation en mobilité durable, Michel Blackburn, suivi de la directrice générale de la Corporation de transport régional de Portneuf, Maryse Perron, lors de la conférence de presse cette semaine. Tu sais, on a de plus en plus de vélos électriques. Ouais. Moi, je suis un adepte de trottinettes électriques. Moi, je fais mes déplacements à Donnacona en trottinette électrique. Des gens qui voyagent, qui vont travailler en vélo. C'est l'aménagement des voies, oui. des axes routiers qui sont à réfléchir. Des jeunes qui vont au cégep à l'université, le transport va avoir un impact à savoir est-ce qu'on reste à Québec ou on revient à la maison. Des impacts financiers super importants pour les jeunes. Les réalités différentes dans nos milieux. Il y a des petites municipalités qui sont très loin des centres. Si tu es dans une problématique de transport, tu ne peux pas améliorer ton sort si tu es prisonnier de chez toi. Fait que, ça va au-delà de l'autobus, ça va dans toute la conception du transport. Les enjeux sont super importants. Ça va jusqu'aux aménagements pour les triporteurs, quadriporteurs. Les gens sont vieillissants. Est-ce que la ville est aménagée pour faciliter le déplacement de ces gens-là? C'est un véhicule électrique. Rendu à la caisse, est-ce qu'il est capable de rentrer? C'est toute cette vision-là qu'il faut se donner. L'accessibilité universelle, ça vient rentrer là-dedans. C'est toute cette vision-là qu'il faut revoir, penser, puis s'assurer que le futur va être facilitant pour tout le monde qui a besoin de ce genre de service-là.
Un sondage a été réalisé il y a 2 ans auprès des entreprises de Portneuf pour connaître leurs besoins en transport. On y reviendra. D'ailleurs, pour les détails, on reçoit Stéphanie Poiré de l'Université de Portneuf et Maryse Perron, directrice générale de la CTRP. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Michel. Tout d'abord, Stéphanie, rappelons un peu les démarches que vous avez entreprises, en fait, depuis 2 ans, en fait, ce qu'on peut dire là, sur la mobilité en général? Oui, bien en fait, ça a commencé, en fait, si on peut dire, en 2017. Avec notre partenaire, la Corporation de transport, avec Marie, on a travaillé à l'enquête origine-destination. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait eu l'enquête origine-destination. Puis dans une deuxième phase, ça visait à déployer un plan de développement du transport collectif. Mais là est arrivée la politique de mobilité durable du gouvernement avec des axes qui venaient dire que les MRC devront éventuellement se doter de plans de mobilité durable. Donc, on va plus loin que le concept de plan de développement de transport collectif. Donc, on est allé vers cette avenue-là. On s'est dit, on va élargir la démarche. Donc, en 2020, on a commencé, là, Marie, tu me corriges, mais à la fin 2020, on a démarré la démarche là, pour le plan de mobilité durable. On a formé en 2021 une table de concertation en mobilité durable pour le territoire de la MRC de Portneuf, qui en fait, c'est notre instance consultative pour toute la démarche. Il y a des intervenants, des offreurs de transport, des organismes communautaires, des personnes au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau de l'environnement, etc. Donc, par la suite, on a fait le portrait de l'offre de transport. Donc, si on veut aller vers un plan, il faut savoir qu'est-ce qu'on a dans Portneuf, c'est quoi l'état de situation. Fait que l'offre de transport de personnes, on a été dans une vision vraiment globale, 360, tant au niveau du transport collectif, du covoiturage, des taxis, du transport actif. On a fait un sondage auprès des municipalités là, pour un questionnaire, en fait, pour connaître un peu c'est quoi les aménagements qu'il y a dans la municipalité pour favoriser le transport actif actuellement. Donc, c'est vraiment une vision globale comme ça qu'on a. Par la suite aussi, on a analysé là, les différentes planifications du territoire, là, des organismes, les planifications de développement, etc., pour faire ressortir les enjeux qui sont liés à la mobilité au transport. Puis c'est dans toutes. C'est carrément dans toutes les planifications que cet enjeu-là ressort. C'est vraiment transversal. Hein. Ça touche autant des planifications au niveau social, économique, etc. Touristique. Les entreprises. Scolaires. Les entreprises, le maintien des ressources. Aller chercher des nouvelles ressources. On les a sondées d'ailleurs en 2020. Une des phases était de sonder les entreprises. Ben oui, ça a été fait sur le sondage auprès des entreprises, savoir quelles sont les infrastructures qui les aideraient à... Je me souviens justement que le transport des employés, justement. Oui, bien c'est ça, la mobilité de la main-d'œuvre. Donc ça a été sondé, c'est déjà fait. Ça a été mis à jour avec la COVID, là, suivant Oui, c'est ça, parce que la COVID a quand même changé la donne. Ça a changé, mais ça a été mis à jour. Donc ça, on a les données fraîches aussi là-dessus. Ça, c'est fait. Maintenant, il restait la population. À rejoindre. Ça, c'est une autre démarche qui nécessite quand même beaucoup de travail. Là, comment être capable de rejoindre tout le monde qu'on veut rejoindre, effectivement, parce que vous vous adressez à tout le monde, en fait. Oui, on parle des citoyens, mais on parle, c'est ça, on va aller revoir les organisations, les organismes communautaires. On va aussi sonder, vous l'avez nommé, là, les visiteurs, les touristes, parce que les gens viennent de Portneuf, viennent fréquenter nos attraits, mais est-ce qu'il y a des enjeux ou des solutions qui leur permettraient de faciliter leur venue dans Portneuf? On va sonder les intervenants touristiques aussi, parce qu'eux sont au fait aussi par rapport à leurs visiteurs, s'il y a des besoins qui ressortent de ce côté-là. Là, donc, ça va être vraiment une vision globale. Donc, le premier sondage, c'est un sondage en ligne, en fait, que vous avez développé en partenariat avec Mobilité, c'est ça? Oui. OK. Avec c'est 4 sondages en ligne. Il y a 4 sondages actuellement disponibles en ligne? C'est ça. C'est que si on résume un peu la démarche, c'est une vaste consultation qui se décline en 3 volets. Le volet sondage. Donc, le volet sondage, c'est le sondage aux citoyens. Marie, oui, je te suis. Le sondage aux usagers des services de transport, comme par exemple la CTRP, les transports bénévoles, etc. Ensuite, il y a le sondage aux visiteurs, qui s'adresse aux visiteurs, le sondage qui s'adresse aux intervenants touristiques, et aussi, on a un sondage qui s'adresse aux municipalités de façon directe. Okay. Donc, c'est pas un sondage, on l'envoie directement aux municipalités. C'est bien identifié, j'imagine, sur le site? Okay. Oui. Donc, ça, c'est la partie sondage. On a la partie consultation publique. Ouais.
On invite les gens à avoir une deuxième occasion, même s'ils ont complété le sondage, de venir faire part là, de leurs besoins, de leur vision, etc., lors des consultations publiques, une en virtuel et une en présentiel. Oui. Puis le dernier, c'est les groupes de discussion. Donc, on va s'asseoir avec des organismes communautaires, des organismes socio-économiques. L'invitation a été lancée justement pour discuter là, de ces enjeux-là, parce qu'eux sont directement, souvent, avec les clientèles qui ont des besoins. Là. Mm-hmm. Est-ce que les organisations sont déjà invitées? Est-ce que vous avez déjà planifié vos rencontres? Oui. Oui. OK. Oui, on a planifié, on a fait une stratégie avec la mobilité, était là pour nous aider aussi. OK. Donc, oui, on a fait une invitation, les organismes, mais c'est pas 20 personnes par organisme. Oui. C'est quand même des focus group, on peut pas ouvrir ça à 50 000 personnes. Donc ça a été ciblé, les organismes qu'on a besoin. Puis pour pas non plus qu'on ait juste des organismes qui représentent les aînés. On essaie d'établir toutes les strates d'organismes qui visent tout le monde de la population. Oui. Parlons justement du contenu que vous souhaitez avoir, justement, parce qu'on ne parle pas juste de transport collectif, on parle vraiment, comme M. Blackburn le mentionnait tantôt, comme vous le mentionnez aussi tantôt, on ouvre la porte à l'innovation, on ouvre la porte à la créativité. Oui, tout à fait. C'est un peu loin. On veut ouvrir les œillères, puis on ne veut pas mettre rien à dos. Il faut penser qu'on peut, tout est possible. Mettons, on ne pense pas à l'argent, on ne pense pas au budget. Qu'est-ce qui faciliterait le transport, la mobilité, ou même, c'est pas toujours la solution, c'est pas toujours le transport, ça peut être de rapprocher la solution, c'est de rapprocher le service des gens. C'est tout ça qu'on veut analyser puis qu'on veut prévoir. Oui, la non-mobilité, comme on l'a appelé la non-mobilité. Par exemple, le télétravail, c'est une solution, justement. Oui. Quand on a des besoins de transport qu'on n'est pas capable, puis le télétravail, les téléenseignements, etc., il y a plein de solutions. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais on veut se doter, ça va être une vision vraiment à long terme. Quand on parle long terme, on parle quoi, 10-20 ans? Bien, on parle peut-être un 11 ans. 15 ans. Parce que la technologie va changer aussi. 15 ans, là. Oui, c'est ça. Ça reste à... Mais ce qu'on discute actuellement, d'avoir une vision sur 15 ans, puis après ça, avoir des plans d'action là, pour y arriver, là, des plans d'action peut-être d'une période de 5 ans. C'est ça, exact. Okay. Puis on va se rajuster, parce que comme vous dites, la technologie, les nouveautés, je dis à la rigolade, si la téléportation est inventée, on va rajuster le plan immédiatement. Mais c'est ça, donc c'est de faciliter même l'aménagement pour les gens qui vont travailler à pied, qui vont travailler en vélo, qui vont travailler en trottinette électrique, en vélo électrique. L'autopartage, par exemple, vélo-partage, les trottinettes dans location, tout ça, là. On veut savoir, les gens, ça les aiderait dessus? Il y en a-tu qui utilisent ça? C'est quoi les infrastructures? Est-ce que ça prend des parcs de support à vélo? Où que ça nous prend ça? C'est tout ça qu'on... Est-ce qu'on pourrait utiliser la motoneige l'hiver pour transporter des gens? Non, mais ça, je sais pas, là. Dépendamment les destinations. Les carrioles ça pourrait être charmant, hein? Ça serait pittoresque. Mais en fait, c'est ça, c'est que vous ouvrez en fait toute la porte à... Il ne faut pas gêner à donner des idées, j'imagine, là, sur le site. Là, puis, de toute façon, vous allez sélectionner tout ça après. Là. Oui. Bien, c'est ça. Puis, on intègre aussi le volet électrification des transports. Là, on a déjà amorcé là, en 2020 là, le déploiement d'un réseau de bornes de recharge, mais ça va plus loin, l'électrification des transports. Donc, on va intégrer ça là, de façon directe là, dans la planification. Oui. Vous n'avez pas de modèle ailleurs non plus, hein, actuellement? Non. Non, mais il faut inventer. On est un petit peu précurseur dans la MRC. C'est un projet pilote quelque part qui pourrait... Bien, il faut le faire. Il faut se donner une vision, il faut se donner une ligne directrice. Puis on est vraiment... Ça se fait ailleurs, mais au niveau d'une ville, 2 villes. Mais au niveau régional, comme on l'entreprend là, avec la MRC, c'est, je vous dirais, dans toute la province, il n'y en a pas. On a cherché les modèles. On n'a pas trouvé. Fait qu'on... On va probablement tracer la voie à beaucoup d'autres. Oui, j'imagine. Et là, donc, les gens peuvent déjà, à partir de cette semaine, remplir le sondage jusqu'au 10, c'est ça? 10 juin pour les sondages, oui. 10 juin pour les sondages en ligne. Tout à fait. Oui, toute l'information. On a vraiment une page qui est le point de chute. Toute l'information est là. Tous les liens de sondage y sont. Donc, c'est sur le site de portneuf.ca. Sur la page d'accueil, on va à consultation plan de mobilité durable. OK. Ça nous mène directement. Et s'ils ne trouvent pas, ils peuvent aller sur le site de transportportneuf.com, puis on a un lien directement là, qui va à la page aussi. OK.
Donc, et par la suite, justement, là, ce sont les rencontres avec des groupes. Est-ce que d'autres groupes pourraient s'ajouter? Est-ce que des gens peuvent vous appeler? Est-ce que... Bien, dans le fond, on est ouvert. Je veux dire, si les gens ont des choses à partager, des idées à partager, nos coordonnées sont sur la page. Qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer au-delà des sondages et de la consultation publique. Oui, oui. Et donc, mais dans l'ensemble, pour vous autres, la firme Mobilité, qu'est-ce qu'elle offre comme service? C'est la firme qui a été choisie suivant un appel d'offres pour faire les consultations, les diriger, les animer. Et c'est elle aussi qui a fait les sondages avec notre aide. Bien sûr, c'est un travail collaboratif qui a fait les sondages. C'est elle qui les met en ligne. C'est eux autres qui vont compiler puis qui vont faire la présentation, vont rédiger le rapport et faire la présentation au mois de septembre. Donc, la présentation de ce rapport-là, c'est au mois de septembre que c'est prévu. Et tout ça, le plan devrait être complété en 2023 ou quels sont les échéanciers? L'échéancier qu'on regarde là, dans le monde idéal, c'est justement en septembre, on a le dépôt du rapport. Donc, avec tout ce qu'on a fait auparavant, le portrait de l'offre, etc., on va être bien équipé là, pour amorcer la phase d'élaboration, en fait, du plan. Donc, on va aller en appel d'offres cet automne là, pour aller chercher une firme pour nous accompagner là-dedans. Ah oui? Qui peut faire ça? Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques firmes provinciales là, qui ont travaillé avec des grandes villes, qui ont travaillé avec des régions aussi, qui vont venir nous aider parce que c'est pas Stéphanie et Maryse qui va faire le plan de mobilité durable intégré. C'est quand même assez spécialisé comme démarche. Oui, exactement. Ouais. Ça va se faire en collaboration, là, mais on a besoin d'être encadrés là-dedans, là, puis qui vont nous supporter avec des spécialistes en urbanisation, etc. Quelles sont les plus grandes contraintes dans Portneuf, justement? Est-ce que c'est la distance? La distance, l'éclatement aussi. Les municipalités sont dispersées, un peu éclatées. Dans Portneuf, on voit des MRC qui sont linéaires. C'est facile de faire un transport d'un bout à l'autre puis d'inclure toute la municipalité. Portneuf, on a 3 grands centres, bien peut-être même 4. On a un axe est, nord-est, après ça, le milieu de Portneuf, puis l'ouest. C'est une petite difficulté, mais il n'y a rien de pas faisable. Oui, c'est ça. Ça prend une bonne imagination, ça, là, puis, une bonne observation des... Alors, donc, on invite les gens, la population, à participer en grand, donc, à ce sondage, autant virtuel qu'en présentiel, alors, pour ce plan de développement durable en mobilité dans Portneuf. Alors... merci beaucoup, mesdames. Merci Stéphanie Poiré, qui est agente de développement pour la MRC de Portneuf, et Maryse Perron, directeur général de la Corporation de transport régional. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Anne-Marie Melançon de Québec solidaire. C'est un voyage fabuleux dans un univers fantastique. Un périple extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Une étrange expédition dans un tableau vivant, toujours mouvant. C'est le miraculeux chemin de compostage d'un cœur de pomme. Pour que nos matières organiques se transforment en compost, on doit faire notre bout de chemin. Ben, jusqu'au bac brun. C'est pas si loin. Travaillerais-tu plus pour elle? Ou pour elle? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Travaillerais-tu plus pour lui? Ou pour lui? Deviens éducatrice ou éducateur de la petite enfance. Et découvre un métier qui fait grandir. Le parc naturel régional de Portneuf est maintenant équipé de 3 nouveaux fauteuils tout-terrain dans le but de soutenir la pratique d'activités récréatives et sportives pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Un soutien financier du député de Portneuf, Vincent Caron, de 5 000 $ et une aide financière de 8 945 $ du programme Population active du ministère de l'Éducation par l'entremise de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées ont permis au parc de faire l'acquisition d'un fauteuil tout-terrain pouvant être utilisé de façon autonome et fabriqué par Drags Mobilité de Saint-Raymond, ainsi que 2 joëlettes, une pour les adultes et l'autre pour les enfants. La joëlette, c'est un fauteuil tout-terrain monoroue conçu pour les personnes à mobilité réduite avec l'aide d'un accompagnateur. Les 3 nouveaux fauteuils sont disponibles dès maintenant pour les visiteurs du Parc naturel régional de Portneuf.
Le mercredi 1er juin prochain, 10 employeurs de la MRC de Portneuf recevront un soutien de l'équipe du programme Un emploi en sol québécois de la Fédération des chambres de commerce du Québec pour réussir l'intégration de travailleurs immigrants au sein de leur entreprise. En collaboration avec la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, le programme vise à développer des stratégies d'inclusion et mieux retenir les employés issus de la diversité. À sa 5e année d'existence, le programme offre un service d'accompagnement en matière de gestion de la diversité culturelle. Pour la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, il ne suffit pas de fournir un salaire et un emploi, mais de prendre le temps d'accueillir humainement chaque personne en insistant sur l'importance d'être heureux dans son patelin d'adoption. Le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, Daniel Côté, a lancé cette semaine dans sa région sa tournée du Québec ayant pour thème « Municipal d'abord ». Cette tournée, qui s'arrêtera dans plus d'une vingtaine de municipalités d'ici le début septembre, vise à bâtir une plateforme électorale municipale en prévision des prochaines élections québécoises qui auront lieu le 3 octobre prochain. Les finances et la fiscalité, l'habitation et le logement, l'aménagement du territoire et les infrastructures, ainsi que le développement régional seront les 4 grands thèmes abordés. Les élus municipaux peuvent s'inscrire dès maintenant à l'une des rencontres prévues. Anne-Marie Melançon, une résidente de Saint-Alban depuis 15 ans, a été officiellement nommée candidate du Parti Québec solidaire dans Portneuf en vue des élections provinciales du 3 octobre. Anne-Marie Melançon est chargée de cours à l'Université Laval au niveau du bac et de la maîtrise en enseignement au secondaire. Elle donne des cours d'éthique et d'éthique professionnelle pour les futurs enseignants. Son conjoint est acériculteur et maraîcher à la ferme Terra Sativa de Saint-Alban. Et nous accueillons justement en studio Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Merci de votre visite en studio. Ça fait plaisir. Anne-Marie, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle d'éthique. Vous êtes professeure en éthique. Quelle est l'importance de l'éthique dans une société comme la nôtre? Mon Dieu, c'est tellement important. En fait, l'éthique, pour moi, c'est d'apprendre à réfléchir à tous les aspects d'une situation, d'un dilemme. Je pense que c'est pour ça qu'on a introduit le cours d'éthique, notamment au secondaire, pour apprendre aux jeunes à avoir un regard critique sur les faits, sur les actualités qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux notamment. Mon Dieu, l'éthique, ça fait partie de tous les domaines professionnels. Comment on pratique un métier, c'est quoi les barèmes qui vont définir comment on va agir avec des patients. Bon, les infirmières ont une façon d'agir, une éthique. Donc, c'est vraiment au cœur de la société, pour moi, l'éthique. Dans l'enseignement, c'est plus particulier. Est-ce que l'éthique est bien présente en politique, selon vous? Bonne question. Oui, quand même, il y a beaucoup de règles éthiques qui encadrent la politique. Il y a beaucoup de manquements éthiques aussi, notamment l'éthique au sens... à la base, disons, la politesse, tout ça, ça fait partie de l'éthique. Hein? Le civisme, on voit que des fois... à l'Assemblée nationale. Bon, on a l'impression qu'on manque un peu d'éthique, peut-être. Donc, oui, c'est fort important en politique. Je trouve que peut-être qu'on en manque un peu, de réflexion à ce niveau-là. Oui. Et justement, vous êtes là en plein, vous vivez à plein, en fait, la politique provinciale avec votre investiture que vous avez vécue à la fois maragerie, la semaine passée aussi à Québec avec les autres candidats et candidates et tout. Est-ce que c'est un climat qui vous plaît? Vous vous sentez bien à travers ça? Vraiment. J'adore Québec solidaire, que j'apprends à connaître comme parti. Ça fait 15 ans que Québec solidaire existe. Justement, l'an dernier, ils ont adopté une nouvelle politique, un code d'éthique, en fait, pour justement préciser tout ce qu'on peut dire ou pas comme candidat, tout ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut prendre comme initiative quand on prend la parole, tout ça. C'est un parti très, très sérieux à ce niveau-là et je suis enchantée, en fait, de voir comment c'est bien structuré, bien organisé et c'est un parti qui est mature. Là. Ça fait longtemps, comme je dis, ça fait 15 ans que ça existe, mais ça fait depuis 2000, si je ne me trompe pas, depuis 2008 qu'il y a des députés. Et là, bon, les 10 députés qui sont là, ça fait 4 ans qu'ils sont très actifs. Ils font un travail exceptionnel. Ils sont vraiment très investis dans leur travail. Moi, ils m'inspirent beaucoup. C'est une des raisons pourquoi j'ai envie de me joindre. Vous suivez, en fait, le parti depuis ses débuts? Oui, je dirais, je ne suis pas membre depuis ses débuts, mais j'ai voté Québec solidaire depuis le début. J'étais très inspirée par Françoise David, beaucoup à Mercadier, et plus récemment par tous les députés là, qui sont présents. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement, justement, du Parti Québec solidaire?
Bien, d'abord et avant tout, c'est vraiment le côté social. Donc, je trouve que c'est un parti qui met vraiment le soin aux personnes, en anglais, le care, la sollicitude, c'est un mot qui est difficile à traduire en français, et ça a toujours été présent, prendre soin des gens. Manon Massé le dit souvent, mais vraiment, c'est au cœur de toutes les politiques. Prendre soin des enfants plus vulnérables, des personnes âgées, mais vraiment, c'est vraiment des valeurs qui sont authentiques à QS. Mais plus récemment, c'est la question de l'environnement. Donc, je pourrais parler de plein d'aspects de Québec solidaire, mais la question environnementale m'habite beaucoup depuis quand même plusieurs années. Mon conjoint est maraîcher, j'ai travaillé au marché public, donc j'ai quand même une certaine connaissance du milieu agricole. Et bien, on le voit, déjà, il y a 2-3 ans, les changements climatiques étaient... On nous disait que ça allait se manifester. Et là, bien, c'est assez fréquent qu'on a des épisodes comme on a eu là, la tempête samedi dernier, ou tous les incendies en Colombie-Britannique. Donc, moi, je trouve que la CAQ n'a pas du tout d'ambition environnementale. C'est un parti qui, en 2018, qui partait avec le pire programme en environnement. Ils ont fait des progrès parce que Québec solidaire, notamment, et d'autres font beaucoup de pression, et aussi parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, le changement climatique, c'est bel et bien à nos portes. Et la pandémie, je pense aussi, a fait prendre conscience aux gens de la fragilité de beaucoup de beaucoup de nos systèmes et aussi de notre système alimentaire. Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a des bris dans les chaînes d'approvisionnement, s'il y a des événements climatiques qui nous empêchent d'importer des produits. On est pris un peu dans tout ce système et je pense que la pandémie nous a fait prendre conscience de ça. Donc, pour moi, QS était déjà un parti très environnementaliste, mais là, ils sont plus qu'à jamais. Donc, moi, voilà, j'embarque 100%. Et c'est un parti indépendant, indépendantiste aussi. Tout à fait. Vous jugez que c'est une constitution, l'indépendance sera profitable pour le Québec? Plus que jamais. Je dirais que j'ai été indépendantiste dans mon jeune temps, comme plusieurs, plutôt avec le PQ, parce que QS n'existait pas. Mais pour plusieurs raisons que je pourrais discuter peut-être à un autre moment, j'ai vraiment décroché du PQ par rapport à leur vision économique, notamment. Mais oui, l'indépendance, en fait, surtout du point de vue de l'environnement, nous donnerait beaucoup plus de leviers, beaucoup plus de moyens pour défendre notre territoire, pour défendre aussi les Premières Nations et leur vie, là, qui est sous la loi des Indiens encore. Sur le plan social aussi, avoir tous les pouvoirs et tout le budget, si on veut, pour s'occuper de notre monde. Donc, je crois tout à fait à cet outil politique plus que jamais. Donc, c'est un outil qui pourrait nous donner beaucoup de liberté. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment la liberté et devraient être attirés par l'indépendance, à mon avis. Oui. Comment vous voyez le rôle, le travail d'un député provincial? Oui. Bien, pour moi, un député, c'est quelqu'un qui va rester proche des gens, qui va connaître le plus possible tous les petits aspects de sa circonscription. On ne peut pas tout connaître, mais le plus possible. Donc, il va consulter, qui va s'asseoir avec les groupes. Là, j'écoutais Marie Perron et Stéphanie parler. C'est très inspirant de voir toute cette énergie qu'il y a dans Port-Neuf, par exemple, pour le transport en commun. Et c'est assez unique. Donc, on a des forces vraiment intéressantes dans Port-Neuf au niveau de ce que je vois comme... du progrès social. Et donc, je pense qu'un député doit vraiment consulter, s'asseoir avec les gens, puis aussi, être un bon leader, être quelqu'un qui rassemble et qui écoute, mais qui est capable de prendre des décisions. Représenter Port-Neuf à l'Assemblée nationale, donc les enjeux plus locaux aussi. Là, il y a plusieurs aspects au travail des députés, évidemment. Oui, évidemment, justement. Puis parlons justement des principaux enjeux dans Port-Neuf. Comment vous voyez le comté en tant que tel? Là? Quels sont les défis vraiment importants là, pour ici? Oui. Bien, je dirais qu'au niveau agricole, justement, la question climatique est fondamentale. Là, moi, je connais plein d'agriculteurs qui vivent déjà des difficultés, qui ont subi la tempête, par exemple, de samedi, ou que, il y a des épisodes un peu chaotiques, la grêle, des gels. Tout ça, c'est très stressant. Est-ce que les assurances sont là? Pas toujours. Ça va être difficile dans l'avenir d'avoir des assurances pour ça. La gestion de l'offre? La gestion de l'offre, c'est une grande question. Il y a des aspects intéressants à écouter à travers le libre-échange. C'est une des seules choses qu'on a réussi à préserver au Canada, la gestion de l'offre. Donc, à travers tous les traités de libre-échange, donc ça protège certains secteurs. Mais je trouve qu'il y a des critiques à faire. Là, je sais qu'il y a eu des ouvertures, par exemple, à Saint-Alban, on a une ferme, le poulailler Port-Neuf, qui a réussi à avoir, c'était plutôt via un concours, mais elle a eu un quota plus élevé. Donc, elle a pu produire des œufs en assez grande quantité pour en vivre.
il y a plusieurs enjeux au niveau de l'agriculture, ça c'est sûr, dans Port-Neuf. Au niveau social... Peut-être juste en niveau agricole, le zonage agricole aussi. Oui. Est-ce que pour vous, j'imagine, parce qu'il y a des bons dossiers quand même dans Port-Neuf? Il y a des très bons dossiers. On va agir là-dessus dans les prochains mois parce que on veut vraiment amener cette réflexion auprès des citoyens. Il y a des projets de dézonage qui s'en viennent, justement, et il y a eu des contestations. Et c'est une grande question. Québec solidaire veut vraiment encadrer le dézonage et l'étalement, finalement, en territoire agricole pour l'autonomie alimentaire, pour être capable de garder ces terres-là cultivables. Aussi, dans Port-Neuf, on a mis beaucoup en valeur le paysage, le plein air, on a des parcs, donc on pourrait aussi miser beaucoup pour développer notre économie sur cet aspect-là. Donc, développer, oui, mais développer en pensant à long terme, puis aux prochaines générations qui vont vouloir apprécier le paysage et avoir des arbres. Donc, jusqu'où on va dézoner et pour quel projet, je pense que c'est du cas par cas. Mais en ce moment, c'est malheureusement pas tant encadré encore au Québec. Donc, ça, c'est un enjeu très important. Je dirais, sur le plan social, quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est aussi, par exemple, en itinérance, il n'y a presque pas de ressources dans Port-Neuf. En fait, il n'y a pas de ressources. En itinérance. Est-ce qu'il y a beaucoup? Bien, il y en a un peu. Il y a de l'itinérance. En fait, il y a des organismes comme l'Arc-en-Ciel qui sont des services d'urgence un peu, mais mon conjoint travaille avec des jeunes aussi là, en réinsertion en emploi, Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a des jeunes, et plus qu'on pense, qui vont se retrouver, ou peut-être des moins jeunes aussi, en itinérance, et où, ils perdent leur loyer, ils ont des difficultés et tout ça, et malheureusement, on n'a aucune place pour les héberger. Alors, ces gens-là s'en vont à l'Aube-Rivière à Québec. Nos services les envoient à Québec. Mais imaginez, si vous vous trouvez à Québec, vous êtes loin de votre milieu, vous n'avez pas nécessairement de voiture, comment vous réinsérer dans votre milieu? Donc, en tout cas, ça, c'est un enjeu sur lequel on pourrait travailler. Voilà, il y aurait plein d'autres sujets. Allez-y encore. Sur Port-Neuf. Oui, on pourrait, je ne sais pas, au niveau de la mobilité, on en a parlé un petit peu aussi. Vous avez, c'est sûr que là, le tramway devrait se réaliser à Québec. Tout ça. Comment vous voyez cette mobilité-là dans Port-Neuf? Bien, c'est très, très beau de voir le travail de la corporation. Là, on est allé rencontrer justement Marie Perron pour voir avec elle comment elle voyait ça. Bien, le tramway, ce qu'elle nous dit, elle, c'est que déjà un arrêt du tramway en Basse-Ville de Québec, ça nous permet à nous de penser nos transports collectifs en fonction de, OK, on dépose des gens en Basse-Ville, on peut revenir avec un autobus, par exemple dans l'Ouest, et repartir, offrir un deuxième départ. Donc ça serait une amélioration parce qu'en ce moment, il y a un seul départ. Il ne couvre pas toutes les municipalités pour l'autobus. Il y aurait plein de choses. Écoutez, au lieu de développer, par exemple, une voie de contournement, on comprend le besoin derrière ça, mais comme elle dit, il faut penser 10-15 ans en avant et il faut penser que la population va augmenter, donc le trafic aussi. Il faut retirer des véhicules de la route et, le maire de Cap-Santé qui parle qui se promène en trottinette électrique, c'est super. C'est génial. Je pense que c'est une nouvelle avenue, une nouvelle technologie qui arrive aussi. Les vélos électriques, ça, c'est vraiment prometteur, surtout avec tous les gens dans la Vallée-Bras-du-Nord qui sont déjà des amateurs. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Les municipalités pourraient avoir des véhicules en autopartage. Il y en a peut-être, je pense, une ou deux qui en a déjà, de ce qu'on m'a dit. Mais par exemple, à Saint-Alban, nous, on est assez loin de Québec. Et l'autobus ne part pas de Saint-Alban. Je donne mon exemple, mais il y a d'autres villages encore plus éloignés. Il faut se rendre à l'autobus. Donc, déjà, c'est un enjeu, si tu n'as pas de voiture. Donc, c'est super, qu'est-ce qu'ils font, là, de penser comme ça, un plan intégré. Il faut y penser de façon intégrée pour construire des infrastructures, parce que si on y va toujours un peu à la pièce... secteur santé. Secteur santé, qui est un gros enjeu aussi, au niveau prendre soin des autres, l'aspect médical et tout. Comment vous voyez ce secteur-là, justement, dans l'avenir pour Port-Neuf? Bien, je pourrais dire deux choses. D'abord, Québec solidaire veut vraiment recentrer les services de santé sur les CLSC. Donc, c'est quelque chose qui a été très, très fort dans les années 80-90, les CLSC. Le gouvernement Legault, entre autres, pas Legault, mais le gouvernement péquiste, avec M. Legault, avait lancé les groupes de médecine familiale, en voulant désengorger tout ça. On a vu aujourd'hui un rapport qui est sorti pour nous montrer que ça n'a pas du tout fait ce que c'était censé faire, c'est-à-dire donner l'accès à des médecins de famille. Et les groupes de médecine familiale sont à 80 des groupes privés. C'est ce qu'on a appris. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Mais le CLSC, c'est vraiment la base. Nous, à Saint-Marc-des-Carrières, tout se passe là. Tous les services sont là et ça fonctionne très bien. Donc, Québec solidaire veut, dans sa plateforme, veut rendre les CLSC ouverts déjà 24 heures sur 24 partout, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est quand même un défi, mais ça se fait. Et veut recentrer vraiment les services de santé en les régionalisant. Alors, QS voudrait proposer que les budgets en santé et
un seuil minimum de services soit finalement délégué aux régions et aux municipalités. Vraiment redonner, décentraliser les services de santé. Comme c'était dans le temps, le C3S de Portneuf. C'est ça. Bien, ça, c'est certain qu'il faut... Oui, il faut décentraliser, c'est certain. On avait quelqu'un qui travaille à la DPJ qui disait « C'est une horreur que la DPJ soit dans le CIUS. » Le CIUS, en tout cas. Il faut sortir la DPJ du CIUS, selon lui, pour toutes sortes de raisons. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros mouvement. Québec solidaire veut vraiment redonner une autonomie régionale au niveau de la santé. L'autre proposition qui est extraordinaire, à mon sens, c'est d'offrir une couverture médicale pour les soins en santé mentale. Donc, d'inclure ça dans l'assurance maladie, pardon. Et aussi les soins dentaires. C'est des gros morceaux. Et la plupart des gens répondent, bien, comment est-ce qu'on va financer ça? Donc, Québec solidaire travaille très fort et je pourrais, là, si vous avez le temps, vous parler de quelques mesures, mais il y a on pourrait revenir de toute façon dans la campagne avec plus de détails, effectivement. De projets, donc. Et le dernier point, je dirais, c'est vraiment les soins à domicile pour les aînés aussi. Bien, c'est ça, je voulais parler. Parce que moi, c'est un enjeu qui me tient à cœur. Moi, j'ai accompagné mon père là, dans une maladie, puis je l'ai vécu assez de près et peut-être c'est ça même qui m'amène à me présenter parce que j'ai tellement trouvé que ça n'avait pas d'allure dans notre société aussi riche qu'on abandonne, qu'on laisse tomber ou que le système soit tellement un peu difficile à contourner que pour des familles, c'est très difficile d'offrir des soins à domicile, même quand on a... Comme ma mère, elle était travailleuse sociale, elle avait un bon salaire, elle avait une retraite, elle avait une maison, puis c'est tellement compliqué. Et c'est quand même assez fondamental dans une société aussi vieillissante comme la nôtre. Puis ça, je trouve ça très inspirant, l'idée d'inverser les soins vraiment pour garder les gens le plus possible à la maison, s'ils le souhaitent, bien sûr. Oui. En terminant, campagne électorale, en fait, là, vous allez passer l'été, j'imagine, à vous promener avec l'équipe et votre plan de match. En pré-campagne, oui, bien, je suis très contente de qu'Odile Pelletier, l'ancienne candidate, va être... attaché politique. Donc, moi, je connais bien le comté aussi. Alors oui, on va tranquillement mettre tout ça en place, mais évidemment, on veut rencontrer le plus de gens possible avant la campagne, parce que la campagne, c'est assez court et intense. Puis oui, Est-ce que vous avez un bureau? Je mets pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas de bureau. Okay. Comment on fait pour vous rejoindre? Pour nous rejoindre, on a une adresse courriel, portneuf-québecsolidaire.net. Sinon, vous pouvez aussi consulter ma page Facebook de candidate. Pour les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux, je ne vous donnerai pas mon numéro de téléphone, mais c'est assez facile de nous rejoindre. On va peut-être avoir probablement un numéro de téléphone pour les gens qui n'ont pas de réseau. Parfait. Voilà. Excellent. Alors, Anne-Marie Melançon, candidate Québec solidaire dans Portneuf, merci beaucoup de cet entretien. Merci, c'est merci. Plaisir. Après la pause, d'autres nouvelles et une petite incursion dans les cuisines collectives à Saint-Raymond où se concocte une sauce à spaghettis pour un frigo solidaire. C'est quoi le plan? On bouge? Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour identifier un soi-disant médium voyant qui a fraudé plusieurs victimes depuis septembre 2020 dans plusieurs régions du Québec. Par l'entremise d'un site web et moyennant une rétribution financière, le suspect prétend avoir des dons lui permettant d'aider les gens à différents niveaux de leur vie. Le stratagème consiste à demander d'abord quelques dizaines de dollars pour l'ouverture du dossier. S'ensuit des contributions de quelques centaines de dollars pour exécuter des rituels
fiscale et finalement quelques milliers de dollars pour poursuivre la présumée communication avec les esprits. Il garantit ou promet le remboursement total des sommes investies si le rituel ne fonctionne pas. Mais après un certain nombre de paiements, le suspect cesse toute communication avec les victimes sans bien sûr laisser de traces. Le suspect est un homme de race noire, âgé dans la trentaine et mesurant 5 pieds 10 pouces. Il est de corpulence moyenne et s'exprime en français avec un accent étranger. Il s'identifie sous plusieurs pseudonymes ou noms en français, en anglais ou à connotation étrangère. Il s'identifie aussi sous un titre de médium marabout africain. À partir du 30 mai, pour une 12e année, le programme de cadets de la Sûreté du Québec sera de retour dans 76 villes et municipalités de la province, dont certaines dans Port-Neuf. Les cadets assureront entre autres une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignement des citoyens et bonifieront le travail des patrouilles en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Cette année, 210 étudiants ou diplômés en technique policière ont été embauchés dans le cadre de ce programme déployé en partenariat avec les municipalités qui les reçoivent. 4 cadets sillonneront les municipalités de la MRC de Port-Neuf au cours de l'été. La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec revient à la charge auprès de la population pour identifier maintenant 2 suspects relativement au vol qualifié survenu au magasin Corvette situé à Ville de Port-Neuf en novembre 2021. Le 7 novembre 2021, entre 16h et 16h20, un suspect, un homme de race blanche âgé entre 25 et 35 ans, avait menacé l'employé avec une arme blanche, en plus de l'avoir blessé sérieusement, mais sans danger pour sa vie. Il est reparti avec le contenu du tiroir-caisse et plusieurs billets de loterie. Le deuxième suspect est un homme de 5 pieds 10 pouces, de race blanche, âgé d'environ 40 à 50 ans, qui s'exprime en français et porte les cheveux longs dans le cou. Lors des événements, l'homme portait un manteau vert et une casquette. Juste à côté de nos studios télé, ici au centre-ville de Saint-Raymond, on retrouve des cuisines collectives et où s'est concoctée une sauce à spaghettis pour le frigo du député Vincent Caron à Saint-Raymond. Aubert a fait une petite incursion à la caméra. Toi, tu vas mettre les petits couvercles. En tout cas, ça sent bon. Oui, hein? Il se passe quoi là maintenant, M. Caron? Ben, écoutez, on a rassemblé toute l'équipe ce matin pour faire une petite sauce à spaghetti qu'on va mettre à disposition des gens qui en ont besoin dans notre frigo partage au bureau de circonscription. On se prête à l'exercice plusieurs fois par an et puis c'est toujours une belle occasion de contribuer et puis de rendre service encore une fois à ceux qui en ont le plus besoin. Et vous faites ça depuis longtemps comme ça? Ben, en fait, depuis qu'on a créé le frigo partage, on essaye de faire ça 2 fois par an. Ça vient compléter un petit peu ce que la table de concertation alimentaire de Port-Neuf vient mettre dans le frigo, ce que les gens de Saint-Raymond viennent ajouter, parce que je suis toujours bien étonné de voir à quel point le frigo est bien garni. Donc c'est notre petite part pour contribuer à cette bonne cause. Où sommes-nous maintenant? On est dans les locaux de Mijote ta vie, qui est en fait un plateau de travail là, du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc il peut y avoir 5 participants ici là, qui ont une belle cuisine très fonctionnelle et tout équipée pour apprendre en fait le métier d'être cuisinier et puis éventuellement faire des marchés du travail. Et tous ces petits plats-là vont se ramasser dans votre frigo? Exactement. En fait, on a souligné là, récemment notre 1 an de frigo partage. Donc, avec Valérie là, de la table de sécurité alimentaire qui vient le renflouer 2 fois par semaine. On a aussi des gens là, qui viennent mettre des denrées et on
constate un bon roulement. C'est signe que les gens ont besoin. Donc, en tout cas, au moins, le cœur est là et puis ça passe très bien aussi. Là, je pense que c'est apprécié dans notre coin que ce service-là soit à disposition. Parce que ça sent très bon, ça donne faim. Oui, on a goûté, c'est bon. Merci. Merci. À Saint-Raymond, la maison Plamondon accueillera 5 hommes et 6 femmes âgés de 17 à 40 ans à l'atelier d'écriture de chansons dirigé par l'auteur-compositrice-interprète Mara Tremblay du 15 au 18 août. Les auteurs-compositeurs-interprètes à cette 4e édition proviennent de Québec, Montréal, Gatineau, Bas-du-Fleuve, Abitibi, Côte-Nord, Port-Neuf, en plus d'un finaliste de l'émission Voice Belgique, l'équivalent de La Voix au Québec. La maison Plamondon dévoilera sous peu les activités grand public qui accompagneront l'atelier de chansons durant cette semaine culturelle en août. Soulignons qu'un membre de la cohorte 2021, Guillaume Laroche, un auteur de la relève, assurera la première partie du nouveau spectacle de Simple Plan le 15 juillet à Amos. L'atelier de chansons en 2021 était dirigé par Luc de la Rochelière. Pour cet été, Culture Saint-Casimir a concocté une saison estivale de découvertes culturelles, sonores et alimentaires avec le retour du festival La Commission Brassicole et des Vendredis Saints, S-A-I-N-S. Charles Laviolette s'est intéressé à la programmation. Écoutons sa capsule. Cet été, il va y avoir 3 événements majeurs, là, si on veut, dont on vous parle aujourd'hui. La Commission Brassicole, les Vendredis Saints, qui va être un marché public, qui est de retour pour la 2e année. Puis les Sons d'ici, un parcours sonore. On veut vraiment s'assumer comme festival de musique. La Commission Brassicole, le nom le dit, puis à la base, c'est né comme un festival de bière avec des shows. Puis plus les années avançaient, plus le volet musical prenait de l'importance. Puis maintenant, avec 2 soirs, une journée complète de musique puis une soirée uniquement musicale, je pense qu'on peut s'assumer là, comme festival de musique d'envergure dans Port-Neuf. Ramasser quelques gros noms quand même cette année, comme les Louanges, qui vont être notre tête d'affiche le vendredi soir, qui vont être précédés par le groupe Chose Sauvage puis Le Couleur. C'est des super bons bands, vous irez écouter ce qu'ils font. On voulait utiliser ces noms-là pour évidemment attirer les gens la première soirée, parce que
Toutes les autres années, bien, il y avait des habitudes pour le samedi, parce que toutes les activités familiales puis tout ça ont lieu le samedi. Le vendredi, c'est vraiment juste de la musique. Mais pour l'instant, la vente de billets va bien, puis on pense qu'il va y avoir une bonne ambiance le vendredi soir. Autre nouveauté, bien, on fait les nuits du festival, fait qu'il va y avoir des DJ dans la salle toute la nuit qui vont jouer de la musique. Ça va permettre de retenir les festivaliers, puis qui ne traînent pas non plus dans les rues un peu partout. Fait qu'on va les concentrer dans le Théâtre des Grands Bois à l'intérieur. Le festival avait toujours une grosse programmation familiale pour les enfants, adolescents, même les nouveau-nés, je dirais. Puis cette année, on revient avec ça. Il va y avoir des siestes musicales au Café Ringo. Fait que ça va être possible là, de prendre un petit break du festival puis d'aller se reposer là avec son enfant. Puis il va même avoir de l'animation pour ça. Il va y avoir les arts du cirque. Il va y avoir plein de spectacles déambulatoires sur le site du festival. On a 20 brasseries cette année. Les autres années, on était plus à 15, fait que, puis on y allait par invitation. Cette année, on a sélectionné, on a fait une sélection, dans le fond, fait qu'on a été chercher des brasseries qui nous semblaient intéressantes, là, parce qu'ils occupaient des créneaux particuliers ou qui se démarquaient sur le marché québécois par la qualité et la constance de leurs produits. Fait que ça va être, on va avoir une distillerie qui va être là, puis une cidrerie aussi. Le projet s'appelle Les Sons d'ici. C'est un projet de parcours sonore dans Saint-Casimir. Donc on a choisi 4 thématiques d'histoire populaire locale, des thématiques dont on parle un peu moins. C'est pas des parcours historiques, c'est pas des circuits patrimoniaux, c'est plus la vraie vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passait. Donc on a choisi ces 4 thématiques, puis on a contacté 4 artistes ou collectifs d'artistes sonores ou musiciens. On a matché les thématiques et les artistes. Et après, on leur a proposé de travailler sur cette thématique-là. On a contacté des personnes qui habitent Saint-Casimir pour leur poser des questions sur les thématiques choisies. Et donc les thématiques, ce sont le bar de danseuses, l'industrie d'embouteillage de boissons gazeuses, les ateliers de mécanique et les courses sur la glace, sur la rivière, et l'enfance. Donc c'était quoi être enfant avant à Saint-Casimir. Puis ces entrevues, on les a données aux artistes. Puis les artistes, ils ont créé un parcours qui dure 15-20 minutes, où ils ont sélectionné des extraits des témoignages et créé de la musique, des ambiances sonores en lien avec la thématique sur laquelle ils travaillaient. Et donc ça nous immerge vraiment dans un univers sonore, des ambiances sonores nouvelles. Et on avait vraiment envie, avec ce projet-là, d'essayer d'attirer tant les personnes qui sont intéressées par l'histoire populaire locale que des personnes qui sont intéressées par des créations musicales potentiellement un peu flyées. Et on a de pouvoir faire se mélanger ces deux publics pour finalement surprendre un peu tout le monde. Concrètement, les parcours ils sont accessibles en ligne sur une page web. Donc on peut venir avec son téléphone, ses écouteurs, aller sur la page web, appuyer sur le bouton play du parcours numéro 1 et puis commencer le parcours. Ou on peut emprunter du matériel d'écoute à la boutique de la microbrasserie Les Grands Bois. Et pour guider les gens dans le village, en fait, il y a une carte qui indique les différents parcours. Il y a une couleur qui est associée à chaque parcours. Puis, dans le village, en fait, on a utilisé ces mêmes couleurs pour faire des ronds par terre, pour guider le monde, et donc le monde dans le village. Et donc, si tu sais que tu commences le parcours sur l'embouteillage des boissons gazeuses, c'est le parcours bleu. Tu suis les boules bleues dans le village, et puis à certains endroits, il y a des traces de pas. Là, tu sais que ça veut dire que tu dois t'arrêter. Et dans la trame sonore, ça va te dire quand redémarrer. À Saint-Raymond, l'association Chasse et Pêche de la Rivière-Sainte-Anne s'affaire à l'organisation de son rendez-vous annuel au débarcadère de la Rivière-Sainte-Anne le samedi 4 juin et s'ajoute une nouvelle activité de pêche au lac du Val-des-Pins à Saint-Raymond le lendemain dimanche 5 juin. Dès 7 h le matin du samedi 4 juin, les bénévoles seront sur place pour inscrire les participants membres au tournoi, au tournoi de pêche. Un ensemencement de truites mouchetées est prévu. Il
Il s'agit d'un événement gratuit. Et le lendemain, les petits Portneuvois sont invités à taquiner la truite au lac du Val-des-Pins. 600 truites seront ensemencées. Des bénévoles enseigneront les rudiments de la pêche aux jeunes. Quelques 150 cannes à pêche seront mises à la disposition des enfants, ainsi que des hameçons et des vers de terre. Plusieurs prix de présence seront attribués. Le député Vincent Caron a recueilli un total de 10 000 $ auprès de ses collègues pour le bénéfice de l'association Chasse et pêche de la Rivière-Sainte-Anne qui coordonne l'événement. L'équipe du Moulin Marcoux dévoilera sa programmation 2022 à la Saline de Lemay le jeudi 2 juin à compter de 20 h. C'est à Pont-Rouge. Toute la population est invitée à y prendre part et profiter aussi de la prévente des billets 48 heures avant tout le monde. Et les membres en règle de la corporation pourront bénéficier de rabais. L'auteur, compositrice, interprète France D'Amour sera sur scène le 10 juin. C'est le retour des célébrations de la Fête nationale du Québec à Pont-Rouge les 23 et 24 juin prochains sous le thème « Notre langue aux 1000 accents ». Les festivités se dérouleront le jeudi 23 juin en soirée à compter de 18h15 au parc de l'île Notre-Dame et le vendredi 24 juin de 10h à 15h au parc Lyon. Comme chaque année, les traditionnels feux d'artifice, feux de joie, discours patriotiques et musique autour du feu seront au rendez-vous le jeudi soir. Le programme principal de la soirée sera présenté à 20h15 par le groupe saguenéen Nulle part Nord, avec en première partie à 19h Louis Dionne. La Ville de Saint-Raymond a dévoilé cet après-midi la programmation des événements qui se tiendront dans les prochaines semaines. On parle de la Fête nationale du Québec, la Fête du Canada, les rendez-vous du Pont-Tessier, les spectacles en famille, les marchés publics, ainsi que de bon nombre d'activités et événements qui auront lieu en territoire raymondois au cours de l'été 2022. Nous y reviendrons. L'équipe du Raid de Bras-du-Nord s'affaire à l'organisation d'une course à pied dans les sentiers de vélo de montagne du Raid de Bras-du-Nord à la station Ski Saint-Raymond le samedi 11 juin prochain. 5 parcours sont possibles aux coureurs, les 1, 2, 5, 10 ou 20 km. Les parcours de 1 et 2 km sont gratuits pour les enfants de 5 ans et moins. Les 250 premiers participants inscrits auront droit à un chandail aux couleurs de Je cours le Raid et les profits seront remis à la Fondation Louis Jobin. Le Raid Bras-du-Nord est une organisation à but non lucratif, rappelons-le, dont les profits sont redistribués annuellement auprès d'organismes faisant la promotion du sport et de saines habitudes de vie chez les jeunes. En 2021, plus de 800 cyclistes ont participé à leurs activités. En plus de 3 000 $ ont été partagés entre plusieurs organisations de Saint-Raymond. Le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, et le grand chef de la nation Huron-Wendat, M. Rémi Vincent, ont conclu une entente de collaboration pour stimuler le dynamisme et la vitalité économique de la région, en plus de renforcer les relations et les communications entre les deux organisations. Un appui sera donné particulièrement aux entrepreneurs en matière d'implantation, d'expansion, d'innovation, de recrutement et autres services d'accompagnement. L'entrepreneuriat est très présent dans la nation Huron-Wendat, dont plusieurs membres habitent Wendake. La nation compte plus de 150 entreprises, dont une centaine ont leur siège social à Wendake. Ces entreprises emploient plusieurs centaines de travailleurs, qu'ils soient Huron-Wendat, membres d'autres nations ou encore allochtones. Québec International est une agence de développement économique régional qui favorise la croissance des entreprises sous différentes formes. Pour une 15e année, la Société Alzheimer de Québec organise la Marche pour l'Alzheimer ce dimanche 29 mai à la base de plein air de Sainte-Foy. Une centaine de participants sont attendus pour un départ à 10 heures. La Marche pour l'Alzheimer permet de financer les services offerts aux personnes vivant avec l'Alzheimer et à leurs proches dans toutes les régions du Québec. D'ailleurs, la marche se déploiera dans 22 villes, dont Québec, Montréal, Amos ou Saint-Georges-de-Beauce. En 2022, les troubles neurocognitifs isolent plus de 163 000 Québécois. Et on dit que d'ici 2040, on estime que le nombre de Québécois atteints aura doublé pour se chiffrer à quelques 300 000 personnes. La comédienne Anne-Élisabeth Bossé est la nouvelle porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer.
Le Conseil québécois du patrimoine vivant lance le premier numéro du magazine Culture Trad Québec. Ce numéro, qui porte le titre « Allons danser », propose entre autres des articles de fond, entrevues, chorégraphies sur la danse traditionnelle au Québec et outre-mer. Ce magazine a été produit dans le cadre du réseau des veillées de danse au Québec, une initiative du Conseil québécois du patrimoine vivant à partir d'un soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et il se tient cette semaine l'édition 2022 de la Semaine québécoise intergénérationnelle jusqu'au 28 mai, coordonnée par Intergénération Québec. Plus de 150 animations qui rapprochent les générations sont organisées par des organismes, institutions et municipalités des quatre coins du Québec. Tous les citoyens sont invités d'ailleurs à profiter de cette semaine pour remettre en question leurs préjugés et créer ou renforcer une relation avec une personne plus jeune ou plus âgée. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc, notre nouveau bénévole Jérôme et nos invités, bien sûr. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images du marais de Grondines durant les grandes marées du fleuve la semaine dernière. Alors, bonne semaine.